Il était une fois un vieux couple heureux par l'écrivain Mohamed Khaireddine. Qu'y a-t-il de plus fascinant et de plus inquiétant que des ruines récentes qui furent des demeures qu'on avait connues au temps où la vallée vivait au rythme des saisons du labeur des hommes qui ne négligeaient pas la moindre parcelle de terre pour assurer leur subsistance. Ces maisons de pierre sèche, bâties sur le flanc du roc à quelques mètres seulement au-dessus de la vallée, ne sont plus qu'un triste amas de décombres, domaine incontesté des reptiles, des arachnides, des rongeurs et des myriapodes. Le hérisson y trouve ses proies mais il n'y gîte pas. Il y vient seulement chasser la nuit quand un clair de lune blafard fait surgir çà et là des formes furtives qu'on confondrait assurément avec les anciens habitants des lieux disparus depuis longtemps, peut-être au moment même où de nouveaux édifices poussaient dans la vallée, villas somptueuses, palais et complexes ultramodernes copies conformes des bâtiments riches et ostentatoires des grandes mégapoles du Nord. Une de ces ruines dresse des pans de murs difformes par-dessus un buisson touffu de ronces et de nopals et quelques amandiers vieux et squelettiques. Elle avait été la demeure d'un couple âgé sans descendance qui n'attirait guère l'attention car il vivait en silence, presque en secret au milieu des familles nombreuses et bruyantes. L'homme avait longtemps sillonné le Nord et même une partie de l'Europe, disait-on, à la recherche d'une hypothétique fortune qu'il n'avait pas trouvée. Un sobriquet lui était resté de cette longue absence, Bouchaïb, car il avait dû travailler à Mazagan astérisque. De la femme, on savait peu de choses sinon qu'elle venait d'un village lointain, d'une autre montagne sans doute. Depuis son retour au pays, Bouchaïb n'était plus tenté par le Nord. Il ne voyageait plus que pour se rendre à tel ou tel moussem annuel comme celui de Sidi Madou Moussa, et il ne ratait jamais le souk hebdomadaire, où il allait à dos d'âne tous les mercredis. Un âne timide et bien mieux traité que les baudets de la région. Elle n'était jamais punie. Son maître y tenait comme à un enfant et il le disait crûment aux persécuteurs des bêtes. Ce gentil équidé en imposait aux autres ânes, qu'il savait mettre au pas si nécessaire durant les battages de juin lors desquels on assistait à des bagarres mémorables entre animaux rendus fous par les grosses chaleurs ou par le rut que favorisait le nombre. Bouchaïb était un fin illettré. Il possédait des vieux manuscrits relatifs à la région et bien d'autres grimoires inaccessibles à l'homme ordinaire. Il fréquentait assidûment la mosquée, ne ratait pas une seule prière. Il était aux yeux de tous un croyant exemplaire qui devrait nécessairement trouver sa place au paradis. Il tenait la comptabilité de la mosquée sur un cahier d'écolier vert. Les biens de la mosquée, à savoir les récoltes, allaient au FQIH en exercice, qui en était le légitime propriétaire. À la communauté de semer, labourer, etc. Tout revenait à l'imam en temps voulu. Astérisque el Jadida. Bouchaïb, qui était un enflous astérisque, veillait au grain. Rien ne pouvait tromper sa perspicacité. Il était l'écrivain public par excellence. Il rédigeait les lettres qu'on envoyait aux siens par le truchement d'un voyageur plutôt que par la poste. Il expliquait les réponses et donnait des conseils aux indécis. Il vivait comme il l'entendait après les vagabondages de sa jeunesse, dont il évitait de parler. Le souvenir de cette existence d'errance et de danger avait fini par déserter sa mémoire. D'aucuns murmuraient qu'il avait été en prison dans le Nord. Il a fait de la tôle, ce gaillard devenu un saint dans sa vieillesse, disait-il. Il a même été soldat quelque part, ajoutaient les plus finauds, si c'est ça que vous appelez faire de la tôle. Mais il a déserté car il trouvait ce métier pénible et dangereux. Rien de tout cela n'était tout à fait juste, seul le vieux Bouchaïb détenait le secret de sa jeunesse enfuie. Cependant, comme il fallait donner un sens à tout, certains n'hésitaient pas à broder des histoires qui n'en collaient pas moins durablement aux personnages visés. On ne pouvait pas se défaire d'un passé peu glorieux ni des mensonges colportés par des gens de mauvaise foi. Mais peu lui importait ce qu'on disait de lui. Bouchaïb n'accordait aucun crédit au ragot, qu'il savait être la seule arme des ratés. Deux avaient une échoppe à Mazagan. Il l'avait donnée en gérance à un garçon d'un autre canton qui lui envoyait régulièrement un mandat, de quoi vivre à l'aise dans ces confins où l'on pouvait se contenter de peu. Ainsi le vieux couple mangeait-il de la viande plusieurs fois par mois. Des tagines préparées par la vieille, qui s'y connaissait. Cela donnait lieu à un rituel extrêmement précis. Seul le chat de la maison y assistait car il était tout aussi intéressé que le vieux couple. Astérisque policier de village. Après avoir mis un énorme quignon à cuire sous la cendre, la vieille femme allumait un brasero et attendait que les braises soient bien rouges pour placer dessus un récipient de terre dans lequel elle préparait soigneusement le mets. Allongé sur un tapis noir rugueux en poil de bouc, le vieux sirotait son verre de thé et fumait ses cigarettes, qu'il roulait lui-même. Ni l'un ni l'autre ne parlait à ce moment-là.
Chacun appréciait ce calme crépusculaire qui baignait les environs d'une étrange douceur et que seul le bruit des bêtes rompait par intermittence. On avait apprêté les lampes à carbure et l'on attendait patiemment le déclin du jour pour les allumer. On pouvait manger et passer la nuit sur la terrasse car l'air était agréable et le ciel prodigieusement étoilé. On voyait nettement la Voie lactée, qui semblait un plafond de diamants rayonnants. En observant cette fantastique chape de joyaux cosmiques, le vieux louait Dieu de lui avoir permis de vivre des moments de paix avec les seuls êtres qu'il aima, sa femme, son âne et son chat, car aucun de ces êtres n'était exclu de sa destinée, pensait-il. De temps en temps, il se remémorait les vieilles légendes, mais sa pensée allait surtout s'égarer parmi ces feux chatoyants à la fois proches et lointains. Est-ce là que se trouve le fameux paradis? Se demanda-t-il. Et l'enfer? Où serait donc l'enfer? Comme il n'y avait aucune réponse, il oubliait vite la question. Inutile de fouiller dans les mystères célestes pour savoir où est ceci ou cela. L'air devenait de plus laine plus agréable à mesure que la nuit tombait. C'était l'heure où la vieille allumait les 2 lampes et où les insectes, appelés comme par un signal, tombaient lourdement sur la terrasse. La vieille s'installait à son tour à côté du vieux, prenait son thé sans rien dire. On écoutait les 1001 petits bruits de la nature, le jappement lointain du chacal, la plainte du hibou, le crissement des insectes et parfois le sifflement reconnaissable de certains serpents. Tous les prédateurs se préparaient à la chasse, une chasse risquée où le plus fort pouvait survivre bien que le sort de la proie fût scellé d'avance. Dans l'étable, la vache avait fini de manger et, comme elle ne meuglait pas, la vieille femme pouvait la croire endormie. C'était sa bête favorite. Elle faisait comme elle les labourdes et les primes pluies d'octobre. Elle produisait un bon lait que la maîtresse de maison barattait dès la traite matinale. Ensuite, elle le mettait au frais pour le repas de midi. Elle obtenait un petit lait légèrement aigrelé qu'elle parfumait d'une pincée de thym moulu et de quelques gouttes d'huile d'argan. Le couscous d'orge aux légumes de saison passait bien avec cela. Un couscous sans viande que le vieux couple appréciait par-dessus tout. Pour la corvée d'eau, la vieille allait au puits 2 fois le matin. À son retour, elle ne manquait jamais d'arroser copieusement un massif de menthe et d'absinthe dont elle découpait quelques tiges pour le thé qu'on consommait matin, midi et soir. Les voisins avaient pris la fâcheuse habitude de venir quémander quelques brins de ces plantes, mais rien n'irritait le vieux couple, qui aimait rendre ces menus services. On les aimait parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, aucun litige avec les gens et que, après eux, leur lignée serait définitivement éteinte, ce que tout le monde regretterait sans doute. Oui, on aimait ces 2 vieillards. Mais personne n'osait aborder ce sujet tabou car l'homme stérile se considérait à tort moins qu'un homme vu que son sperme n'était qu'une eau sans vie. Le vieux ne pensait plus à CEIA. 2 savait que toute lignée avait une fin et il s'accommodait de cette évidence. C'est ailleurs que je recommencerai une autre jeunesse, ailleurs qu'aura lieu le nouveau départ. Ici, c'est fini. Mais est-ce qu'il est permis de se reproduire au paradis? Se disait-il. Des questions cul-de-sac qui ne menaient qu'à un mur infranchissable. 2 n'avaient donc aucun regret, pas la moindre amertume. Au contraire, il se sentait en paix avec son âme, heureux et totalement éloigné de certaines vanités terrestres comme de posséder une nichée bruyante et batailleuse qui vous attire surtout les remontrances et la hargne du voisinage. Il n'avait donc jamais envié les pères de famille nombreuses et encore moins ces pauvres airs qui alignaient tellement d'enfants qu'ils en étaient accablés. Il savait aussi que la plupart d'entre eux n'avaient aucun avenir et qu'ils répéteraient fatalement le même processus de misère en ce monde frénétique et dur. Beaucoup quittaient le pays et allaient s'échouer dans un quelconque bidonville du Nord. Ils ne revenaient plus au village. Les plus chanceux étaient engagés en Europe comme mineurs de fond. Et ceux qui trimaient à Casablanca ne relevaient la tête que s'ils étaient soutenus par les épiciers. Ils apprenaient alors le métier sur le tas et finissaient souvent par ouvrir un magasin d'alimentation. Non, décidément, je n'envie pas le sort de ces producteurs. Sa vieille femme interrompit ses réflexions. À quoi penses-tu donc? Dit-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il s'écoula un bon moment puis il dit, à quoi je pense? Eh bien, à tous ces gens qui ont trop d'enfants et qui ne peuvent même pas les nourrir. Eh bien, moi, je suis une grand-mère sans petits-enfants. Mais je suis heureuse. C'est ce que je pense moi-même. C'est nous donc à dîner. Non? Attends un peu. Je dois d'abord faire ma prière. Il se leva, fit sa prière, revint. Ils mangèrent calmement en devisant. De lui parla de sa journée à la mosquée. Elle l'entretint de la vache, de ses poules bonnes pondeuses, qu'un chat sauvage égorgeait depuis peu. Qu'est-ce que tu peux faire contre lui?
dit-elle, lui tendre un piège. Après quoi? Mais tu as déjà essayé. Au lieu de ce maudit chat, c'est le coq blanc, ton préféré, qui a été pris. Je mettrai le piège où la volaille ne peut pas aller, c'est tout. J'ai mon idée là-dessus. Merci. Ton tagine est fameux. Et le pain aussi. Elle rit. Dieu nous en fasse profiter, dit-elle. Ils se resservirent du thé. Cette année a été bénéfique, il a beaucoup plu. Il est même tombé de la neige sur les hauteurs. Les moissons approchent. Tout le monde s'y prépare. As-tu pensé aux moissons? Demanda le vieux. Oui, j'y pense. Je trouverai bien quelqu'un pour m'aider. Il y a un tas de jeunes filles disponibles et serviables. Que Dieu t'entende. Ils parlèrent encore un bon moment. Le vieux fumait en avalant de toutes petites gorgées de ce thé vert de Chine qu'un ami lui envoyait de France. Un thé prohibé qu'il appréciait plus que tout au monde. Plus tard, s'allongèrent côte à côte et s'endormirent sous le ciel étoilé du sud. Mais qu'est-ce que vous nous dites là? Des gens d'ici seraient-ils recherchés par la police? Mais qu'ont-ils donc fait et qui sont-ils? Un Mokasni armé d'un MAS-36 était venu ce jour-là à la mosquée en compagnie du Mokadem. Il exhibait une liste de noms de gens recherchés à Casablanca pour faits de résistance, ce qu'on appelait le terrorisme à l'époque. Et c'est en sa qualité d'enflous que Bouchaïb le reçut. Dans toutes les villes du Nord, la résistance à l'occupation était très active. Il y avait des attentats à la bombe, des rafles massives et des exécutions sommaires. Les traîtres étaient châtiés sans pitié mais les fédaïns payaient de leur vie leurs exploits. Comme Zertouni ou Alal Ben Abdallah. Certains commerçants nationalistes qui aidaient financièrement la résistance étaient connus des services secrets mais on ne pouvait pas les arrêter car ils s'étaient fondus dans la nature. On pensait donc qu'ils étaient allés se cacher dans leur village d'origine. Certains d'entre eux s'y trouvaient bel et bien mais nul n'osait les dénoncer, pas même le Mokadem ni le cheikh, qui les fréquentait quotidiennement, déjeunait en jouait aux cartes avec eux. Le cheikh était lui-même un résistant notoire, il militait pour l'indépendance. Non, on ne les a pas vus ici depuis des années, dit Bouchaïb. Vous perdez votre temps et vous nous faites perdre le nôtre. Retournez plutôt chez votre capitaine et faites-lui savoir que ces gens-là ne sont pas revenus ici depuis des années. D'accord. Mais on croit que, on peut croire ce qu'on veut. Ils ne sont pas ici, un point c'est tout. Le Mokasni repartit sans avoir obtenu le moindre renseignement ni le plus petit indice de leur présence. Il reprit le chemin du bureau en jurant avoir reconnu en la personne d'un tel l'un de ses fugitifs, mais il n'en était pas vraiment sûr. Nous ne sommes pas des traîtres, dit Bouchaïb au Mokadem. Ah, ça non. Cependant, il informa les intéressés de cette visite, mais ils ne s'inquiétèrent pas. Tout ça, c'est du vent. Qui peut nous atteindre ici? Il faudrait une armée. Quand on est dans la montagne, on est insaisissable, dirent-ils. Cet incident n'eut pas de suite. Les résistants continuèrent de vivre leur exil chez eux jusqu'à l'indépendance. Ce souvenir était si cher au vieil homme qu'il en reparlait souvent. Cette époque était celle de l'enthousiasme, du sacrifice et de l'honneur. Où est tout cela, à présent? Affirma-t-il, puis il revenait au quotidien. Un quotidien calme qu'il appréciait car il n'avait aucun souci à se faire, et sa seule obligation était de vivre et de prier. Ses journées se passaient entre la mosquée, les champs et la maison où, après le repas de midi, il faisait une longue sieste, à l'abri de la canicule qui régnait dehors. Il dormait dans un coin, frais du rez-de-chaussée où seul le bourdonnement des mouches prises dans des tioles d'araignées se faisait entendre. Ce bruit ne le dérangeait pas. Il représentait pour lui l'une des musiques secrètes de la vie, un langage essentiel adapté à l'univers des êtres qui luttent contre la mort omniprésente. Ce soir, j'irai mettre des pièges. On mangera du lièvre demain. Deux avaient plusieurs assortiments de pièges et il savait où les tendre pour capturer tel ou tel gibier. Il aimait bien la chair du porc épic, mais il lui préférait celle du lièvre, qui sentait bon les aromates. Et c'est sans surprise que le lendemain à l'aube il rapporta 2 lièvres qu'ils dégustèrent, sa femme et lui, le soir même sur la terrasse. Le chat eut une grosse part. J'ai donné un peu de ce gibier à la voisine, dit la vieille. Tu as bien fait. Elle ne mange pratiquement pas de viande. Une fois l'an peut-être, à l'occasion de l'Aïd, si des gens charitables lui en offrent. Il y a longtemps qu'elle vit seule. Elle n'a personne au monde. Il faut penser à cette femme de temps en temps, recommanda le vieux. Je pense souvent à elle, je ne la néglige pas. Cette pauvre vieille vivait dans une immense bâtisse en partie délabrée parmi des multitudes de rats et de chauves-souris. Elle était encore assez vigoureuse pour entretenir une vache et s'occuper des corvées journalières. Tout le voisinage la respectait et l'aidait.
Elle ne manquait de rien, en vérité. On la surnommait Talouki astérisque sans trop savoir pourquoi. Il y avait ainsi de ces noms bizarres que les gens portaient comme une tunique élimée et dont ils ignoraient la provenance. Astérisque boîte d'allumettes. Pendant les fêtes, elle faisait elle-même le pain communautaire car elle avait dans la cour de sa maison un grand four en terre battue qu'elle utilisait à merveille. Les enfants qui venaient là ne repartaient pas sans emporter une galette rembourrée d'un œuf dur en coque cuit à l'intérieur de la pâte. On aimait cette femme dont on savait seulement qu'elle était une sainte et qu'elle lisait et écrivait couramment en arabe classique et en berbère. Astérisque. Elle tenait ses connaissances de ses ancêtres, qui étaient des cheikhs vénérés, fait rare dans le clan des Aït al-Hassan, qui préféraient la guerre à la science. C'était donc une tagourante astérisque capable d'engager une joute verbale avec n'importe quel alim astérisque. Mais elle évitait de passer pour une guérisseuse, même occasionnellement, alors qu'elle n'ignorait rien des vertus des simples, seules pharmacopées de l'époque. Cependant, elle dut parfois soigner des enfants atteints de typhoïde ou de toute autre maladie grave. Les enfants sont des anges, disait-elle. Je peux les soigner mais c'est Dieu qui les guérit. Elle ne vendait donc pas son savoir aux PRemiers venus comme ces charlatans qui infestaient les souks et les rassemblements saisonniers. Elle s'occupait tout particulièrement des marous astérisques comme celui de Sidi Bourja, dont le monument funéraire dominait l'entrée d'un ancien cimetière ceint d'un mur de pierre et d'épineux, à l'écart du village et tout à côté de ruines presque entièrement effacées, si bien qu'on ne savait rien du nom de site. Astérisque le Tifinard. Astérisque sainte. Astérisque savant en sciences religieuses. Astérisque sacrifice rituel et repas en commun sous l'égide d'un saint. Au vrai, personne ne connaissait l'histoire de la région. Les écrits qui lui étaient consacrés étaient rares et indécryptables. Il aurait fallu le concours d'experts pour les traduire en clair, ce qui n'intéressait personne vu l'insignifiance historique de ces lieux reculés où l'on avait coutume de se réfugier pour fuir les envahisseurs de tout poil qui s'emparaient surtout des plaines côtières et des ports. Ces peuples des montagnes n'avaient connu que des guerres, des vendettas, et quand l'étranger ne les inquiétait pas ils s'étripaient entre eux, s'engageant ainsi dans des luttes intestines sanglantes et interminables. Talouki est une sainte femme, dit le vieux. Tout le monde en convient, répondit la vieille. Elle est capable de réciter le Coran d'une seule traite. Elle me fait penser à la Latitzata Semlalt, sainte et savante dont on dit peut-être à tort qu'elle fut la maîtresse attitrée de Sidi Madou Moussan Zedzaoui, le saint aux 1001 miracles et prodiges. Que ne dit-on pas? On fabrique des histoires à défaut de détenir la stricte vérité, rétorqua la vieille. Les gens sont plus mauvais que la teigne. Pire, on peut soigner la teigne mais on ne peut changer les mentalités. En tout cas, il n'y a plus de femmes de ce genre, précisa la vieille. Il n'y a plus que des ignorantes bâtées qui triment sous le soleil ou dans la tourmente. C'est vrai, l'ignorance fait des ravages. Nous n'appartenons pas à cette époque. Nous ne créons rien, mais nous consommons tout. Serions-nous donc inutiles? Nous ne valons pas grand-chose, crois-moi. Un jour, peut-être, les peuples des mondes entiers avancent dans la lumière d'un jour nouveau pendant que nous stagnons au fond d'une obscurité semblable à une eau croupie qui déjà pue la vermine. Mais ce n'est pas à ça que je pense. Je ne pense qu'à moi seul en ce moment. Je ne laisserai rien derrière moi en disparaissant. Le monde peut très bien se passer de moi, car même ceux qui m'enterreront ne seront pas de mon sang. C'est aussi bien comme ça. On est venu tout nu, on repart tout nu. C'est de l'autre côté du visible qu'existe le miracle tant espéré même par les prophètes, et c'est pourquoi je prie Dieu de me préserver des turpitudes d'ici-bas. C'est de la tristesse, dit la vieille. Et non, je suis logique avec moi-même, c'est tout. Tu sais, il y a quand même de très bonnes choses, comme ce dîner par exemple. Mais avant de nous coucher, j'aimerais t'apprendre une chose, ou plutôt deux. Tout d'abord, demain nous offrons un grand sacrifice à la mosquée. 2 bœufs seront égorgés, chaque famille aura sa part de viande et il y aura un repas commun auquel seuls les hommes participeront. Ce sera magnifique. Et maintenant, voici l'autre chose, depuis quelque temps, je fais un rêve absurde, toujours le même. Il y a là un grand arbre, un amandier vénérable plus haut que tous les autres, et sur ses branches supérieures beaucoup d'amandes qu'il est impossible de gauler sans grimper. Fasciné par elle, je n'hésite pas, je monte, et c'est au moment où je lève le bras pour gauler que je perds l'équilibre et tombe. Et puis, plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais tu devrais faire attention. À ton âge, on ne grimpe plus aux arbres, dors bien et rêve d'autre chose. Cette nuit-là encore,
Il rêva du même arbre. C'était le même scénario. Ce qui le turlupinait, c'était de ne pas pouvoir donner un sens à ce songe obsédant. Il aurait pu en toucher un mot au FQIH, mais il ne le fit pas. Après tout, presque tous les rêves relèvent de l'absurdité pure et simple, pensait-il. Mais pourquoi celui-ci fausse-t-il ma gaieté? En se rendant à la mosquée, il oublia complètement cet incident. Il rencontra le boucher et un vénérable vieillard qui ne sortaient de chez lui qu'occasionnellement. Ils empruntèrent le même chemin montant, aidant le vieux à avancer, et ce, jusqu'à la mosquée située tout en haut du village, raison pour laquelle on l'appelait Timsgid Ntegadirt Asterisk. Cette mosquée aujourd'hui désaffectée, a été remplacée par un édifice en béton doté de panneaux solaires et situé sur le sol ferme et non plus sur la roche granitique. Elle ne désemplit pas car son accès est aisé. On ne s'essouffle pas pour y parvenir. Même les plus réfractaires à la marche à pied s'y rendent. Arrivés tout en haut, à destination, Bouchaïb et le boucher quittèrent le vieillard et allèrent voir les accents circonflexes TTLE du sacrifice. Astérisque, mosquée haute, Tagadirt signifiant ici, hauteur. C'étaient deux bœufs énormes, un noir et un rouquin. Dès qu'ils les virent, les bovins s'agitèrent et tentèrent de se relever, mais ils ne le purent car ils portaient des nœuds de corde aux quatre pattes. Leurs naseaux fumaient sous le soleil matinal et l'on sentait une odeur âcre de bouse et d'urine. Les bêtes avaient passé la nuit ici même sous la surveillance d'un gardien. Ils ont coûté cher, dit Bouchaïb, mais la mosquée a la moyen et les commerçants du Nord sont généreux, quoi qu'on dise. Ailleurs, il y a des mosquées tellement pauvres que leur imam porte des guenilles pouilleuses. Il lui arriverait parfois de jeûner faute d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. C'est bien ennuyeux, dit le boucher. Il y avait foule sur la place. Certains hommes fumaient de longues pipes en bavardant pendant qu'un groupe de noirs leur servait le thé. Des enfants morveux et dépenaillés couraient les uns après les autres, crâne rasé et houppe au vent. Il avait congé ce jour-là, mais il préférait assister au sacrifice qu'aller se baigner dans le torrent. Leur criaillerie exaspérait un fumeur qui les vouait à tous les diables, mais ces effrontés n'en avaient cure. Le goût du sang et de la fête était plus fort qu'une admonestation ou même une gifle. Aussi ne pleuraient-ils pas quand ils en recevaient une. Ils s'empourpraient seulement et se remettaient à crier plus fort qu'auparavant. On les verrait tout à l'heure courir après les bœufs, auxquels on faisait faire plusieurs fois le tour de la mosquée avant le sacrifice. Au moment décisif, ils regarderaient couler le sang à gros bouillons sans éprouver d'effroi. Ils trouveraient naturel qu'on égorgeât d'aussi grosses bêtes, et ils délecteraient de leur viande rouge après avoir joué au ballon avec leur vessie encore humide. De grands canouns astérisques étaient déjà allumés à l'écart. On avait apporté d'énormes marmites pour la cuisson du repas communautaire. Il n'y aurait pas de couscous vu le temps que sa préparation demandait, mais on servirait un énorme tagine agrémenté de légumes divers. Le pain viendrait des fours du voisinage où les femmes s'activaient depuis le lever du jour. Après cette grande agape, les inflas procéderaient au partage équitable de la viande destinée aux familles, puis tous rentreraient chez eux, repus et satisfaits. Ainsi se passa cette mémorable fête qui n'eut pas d'équivalent par la suite. Astérisque foyer. Le vieux Bouchaïb raconta l'événement à sa femme, mais cette affaire d'homme ne l'intéressait pas. Elle apprécia néanmoins le lot de viande que le vieux avait rapporté. Tiens, pour une fois, tu n'iras pas au souk, dit-elle. C'est aussi bien, répondit le vieux. Nous avons tout ce qu'il faut ici pour au moins 15 jours. Qu'est-ce que tu veux pour ce soir? Du lièvre, il en reste encore. Oui, alors prépare-le. Ils étaient assis sur une natte de jonc dans une petite pièce rectangulaire qui donnait directement sur la vallée. On voyait nettement la cime des grands palmiers dattiers et quelques vieux caroubiers plus près de la maison. On entendait le croassement des corbeaux réfugiés sur les palmes, le roucoulement des tourterelles dans les oliviers et les arganiers, et la stridulation insistante des cigales. À un moment donné, un coup de feu claqua. Bouchaïb alla regarder par la fenêtre, puis il dit, « Cette mad qui chasse le corbeau. Sa femme est malade, elle a besoin de la chair de ce volatile. La pauvre, elle est plus jeune que toi mais si épuisée par ses grossesses qu'elle tient à peine debout. On ne la voit jamais. On ne sait pas à quoi elle ressemble. C'est une recluse. HMD n'aime pas voir traîner ses femmes dehors. Il les saignerait plutôt. Ce serait dommage. Ses filles sont belles. Personne ne peut leur manquer d'égard, on connaît l'esprit de vengeance de Mad. Il va donc les vendre au plus offrant. On dit de lui qu'il a tué au moins 100 personnes avant l'arrivée des Français. Oh, beaucoup plus. Nul ne connaît le nombre exact de ses victimes. 2 étaient le maître de la région, pour ainsi dire.
Mais aujourd'hui il ne lui reste que son fusil de chasse. Comme les temps ont changé, mais il est toujours craint. Oui, aussi ne fréquente-t-il personne qui fréquenterait un ancien tueur. Ses semblables sont morts depuis longtemps. Il est tout seul maintenant. Tout seul, certes, mais solide et dangereux, aussi dangereux qu'un cobra d'Égypte. Assez parlé de ça. Prépare-nous donc un bon thé. Celui que j'ai pris à la mosquée était infect. Tu n'entends pas chanter la bouilloire. Si. Veux-tu des amandes grillées? Des amandes et des dattes. Elle apporta les friandises. Il aimait les fruits secs. Ces dattes viennent d'Algérie, plus exactement de Biskra. Elles sont de loin les meilleures. Trop sucrées, c'est ce qui les différencie des dattes locales. Celles-là valent très cher. On ne peut les manger qu'en buvant du lait. C'est ce que font tes Touaregs. As-tu déjà vu des Touaregs? Elle ne répondit pas. Non, ce sont des nomades qui possèdent d'immenses troupeaux, mais ils ne mangent pratiquement pas de viande. Ils vivent seulement de lait de chamelle et de dattes, ils sont particulièrement rudes. Des berbères comme nous. Leurs femmes seules sont lettrées. Elles lisent et elles écrivent. Elles connaissent la vieille écriture berbère, le tifinagh, et elles composent des poèmes et des chansons. On dirait que tu les connais bien. Oui, j'ai été spahi au Sahara, mais j'ai déserté. Et quand on m'a rattrapé, on m'a jeté en prison. J'ai passé 5 ans de ma vie dans les prisons militaires. J'ai cassé des pierres sous le soleil ardent. J'ai tenté maintes fois de m'évader mais on m'a repris, roué de coups et enchaîné à des boulets lourds que je traînais derrière moi. Quand j'avais soif, on me refusait l'eau. On n'en a pas pour toi, me répondait-on. Tu ne m'avais jamais raconté ça, dit la vieille. À quoi bon? Tu sais, ce sont des choses sans importance. Des choses sans importance. Tu aurais pu y laisser ta peau. D'autres ont souffert plus que moi, ils n'en sont point morts. Va, c'est le moral qui compte. Elle servit le thé. La pièce était fraîche bien qu'il fît dehors une température d'enfer. Tu penses toujours à ton rêve? Demanda la vieille. Maudit soit-il. De revient toutes les nuits comme un vautour prêt à fondre sur un malheureux blessé. Oublie-le donc. C'est lui qui ne m'oublie pas, dit-il. Il but son thé à petites gorgées, fuma plusieurs cigarettes. Cette brusque escapade dans le passé avait rouvert certaines plaies qu'il croyait cicatrisées depuis longtemps. Il se revit errant de ville en ville à la recherche d'un travail, mais il n'y avait rien. La misère régnait partout et une grande épidémie de typhus emportait les plus faibles. Seuls les Européens étaient soignés à temps. Cette maladie sévissait surtout dans le peuple, chez les indigènes comme on les appelait alors. Il y avait des poux partout. Chez les Européens, les poux n'existaient pas. Certains esprits moqueurs disaient « Qui n'a pas de poux n'est pas musulman ». Les Français vivaient dans la propreté tandis que les indigènes s'entassaient les uns sur les autres dans des gourbis confinés. Plusieurs années de sécheresse avaient appauvri la campagne jadis riche en céréales qu'on exportait vers l'Europe. Maintenant, les paysans se nourrissaient de racines et de tubercules, eux aussi très rares. Les morts se chiffraient par milliers. C'est la racaille qui crève, disait-on. Bon débarras, les colons récupéraient ainsi des terres abandonnées. Ils foraient des puits, plantaient des orangers, semaient du blé. Ils prospéraient sur ces terres qui n'avaient vu que des cadavres. Les humbles fellahs d'autrefois se voyaient contraints de travailler au service des nouveaux maîtres pour survivre. Ceux qui avaient eu de la chance d'être engagés pouvaient compter sur l'aide du maître. Ils étaient alors pris en charge, soignés, bien nourris et ils pouvaient échapper au sort tragique qui décimait les gens des Noilas Astérisque et autres hameaux qu'on finissait par déserter pour fuir une mort certaine. Astérisque chemine.